ce qui se passe ailleurs dans le monde, où la barbarie et le terrorisme font le plus de victimes. Lorsqu'en 2017, des populations meurent encore de la barbarie à raison de leur appartenance religieuse. Et je fais référence au massacre des Rohingyas qui subissent une épuration ethnique par l'armée birmane depuis plus de 4 ans. Le chemin pour la défense des droits humains doit s'intensifier pour dire halte au massacre. Il y a bien d'autres régions ravagées, bien sûr, donc le Centrafrique, le Mali, le Tchad, le Soudan, la Somalie, la Libye, la Syrie, la Palestine, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan, etc. De ce fait, une grande vague de migrants fuit vers l'Europe, et ceci nous amène à réfléchir sur la question de l'accueil des migrants en Europe. Et cette problématique pose aussi des questionnements sur le droit d'asile et le droit des réfugiés en Europe. Alors que le régime d'asile européen commun stipule, je cite, un droit de protection aux personnes qui fuient les persécutions ou des atteintes graves. Le droit d'asile est un droit fondamental et son octroi constitue une obligation internationale qui incombe aux États en vertu de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Et la situation d'accueil varie en fonction du pays, bien que les dispositifs que la Convention de Genève de 1951 stipule et impose à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Nous constatons que cette convention n'est pas appliquée dans certains pays d'Europe, tels que la Hongrie par exemple, où nous nous sommes rendus en février 2017, et où nous avons relevé à la frontière serbo-hongroise de Srebrenica un traitement inhumain des migrants qui étaient isolés, en pleine nature, entourés de fer barbelés dans le froid polaire. A contrario, notre voyage dans la région des Pouilles en Italie, à Bari, ville qui compte l'une des plus grandes affluences de migrants au monde, qui transitent par la Libye, des bateaux transportant des centaines, voire des milliers de personnes sont secourus presque quotidiennement par les gardes côtières. Et les autorités italiennes ont mis sur pied des centres d'accueil pour héberger quelques 80 000 migrants en quête de statut de réfugiés dans ce qu'ils appellent les CARA. C'est des centres d'accueil pour demandeurs d'asile établis en Italie en 2008 pour attendre les décisions relatives à leur demande d'asile. Donc les capacités d'accueil sont largement franchies dans les CARA parce qu'elles disposent d'une capacité de 500 places officiellement, mais dans les faits, elles peuvent atteindre jusqu'à 1500 réfugiés qui s'entassent dans des champs collectifs. Pour l'anecdote, et pour faire un parallèle avec la Hongrie, nous avions recueilli les propos d'un jeune Syrien qui nous a expliqué que la police hongroise avait saisi leurs biens, les avait frappés et les avait isolés. Alors qu'en Italie, nous avons fait la connaissance d'Hachim, un jeune Afghan de 27 ans qui fuyait les exécutions ethniques talibanes et la guerre qui ravage son pays depuis 14 ans. Il nous a raconté son parcours depuis Kaboul jusqu'à Bari, en passant par la Norvège. Donc un parcours qu'il décrit semé de difficultés et d'obstacles, notamment dans les cas là où il partageait sa chambre avec 8 autres réfugiés de différentes nationalités. Il nous a expliqué que la vie dans les cas là n'était pas toujours facile, que l'ennui s'installe très vite, que le temps d'attente surtout de la régularisation était plus long que ce que prévoyait la loi Bossi-Fini. Néanmoins, les migrants disposaient de la liberté de circuler et de chercher du travail, ils sont aussi pris, ils étaient aussi pris en charge par des bénévoles associatifs qui les orientaient dans leur démarche administrative et les accompagnaient tout au long de leur attente de régularisation. Aussi à Bari, il y a des écoles, des hôtels, des vieilles bâtisses restaurées qui sont utilisées pour héberger les femmes et les enfants réfugiés, mais pas que. Elles sont aussi transformées en centres de formation professionnelle, en bâtiments travaux publics, et ils permettent aux migrants de trouver un métier qui garantira leur régularisation. Donc, comparé à la Hongrie, il y a quand même une grande différence de traitement.
Et c'est aussi le cas de Babacar, un jeune que nous avions rencontré, donc c'est un Guinéen de 23 ans, qui a débarqué sur les rives des Pouilles en 2008 et il séjourna dans un centre d'accueil pour les demandeurs d'asile durant 2 ans avant de se déclarer interprète au service des migrants dans leur démarche préfectorale. Il était aussi intermédiaire entre les autorités locales et les demandeurs d'asile. Et lui, contrairement aux migrants coincés à la frontière serbo-hongroise, il nous apprend aussi qu'il existe des collectifs et des riverains sensibles à leur parcours qui se mobilisent pour les accompagner et les aider au quotidien pour s'intégrer pleinement dans la vie citoyenne et commune, chose qui est totalement impossible en Hongrie et en Serbie. Toujours en Italie, il existe le mouvement des droits civils de Bari, avec lesquels nous avons échangé sur les méthodes pédagogiques que le collectif a mis en place pour aider les réfugiés, notamment dans les prisons, par le biais du théâtre, ce qui représente quand même une dimension culturelle qui est apportée aux réfugiés, et c'est aussi un moyen d'apprentissage de l'italien et l'expression de soi. Donc ce parallèle illustre bien la situation actuelle de l'accueil des migrants en Europe, qui dépend directement du pays d'accueil, mais je pense que nous allons davantage l'étoffer à travers vos différents témoignages. Donc maintenant, en fait, j'aimerais vous parler de l'accueil des migrants en Europe et vous faire une présentation du bilan du plan de la Commission européenne pour la répartition des migrants sur 28 pays européens. Donc en septembre 2015, l'Union européenne mettait au point un plan pour répartir les réfugiés qui fuyaient la guerre en Syrie. Le bilan de cette expérience de la solidarité est très contrasté. Il y a eu 2 ans d'efforts. C'était le 2 septembre 2015, suite à la terrible photo du corps d'Aylan, le petit kurde de 3 ans retrouvé noyé sur les plages turques, qui a créé une onde de choc. Donc la Commission européenne propose aux 28 pays de l'Union européenne un plan d'urgence sur 2 ans pour répartir 160 000 réfugiés qui fuient en grande majorité la Syrie, ce qui est vraiment très peu au regard du million accueilli volontairement par l'Allemagne. Donc c'est une toute petite mesure de l'Union européenne dans l'accueil des migrants, et elle vise à répartir l'effort entre 28 pays de l'Union européenne. Ce plan prenait fin mardi 26 septembre 2017. Et ce que l'on peut en dire, c'est que le bilan est très contrasté. Le porte-parole de la Commission européenne déclare « Le plan a démarré timidement. Nous avons dû créer ce premier programme de solidarité européenne à partir de rien. 2 ans d'efforts jour et nuit. » Donc le 15 septembre, les pays de l'Union européenne ont accueilli 28 239 réfugiés, dont 19 699 arrivés par la Grèce et 8 540 par l'Italie. C'est peu au regard des 98 255 personnes que les dirigeants s'étaient engagés à relocaliser. Donc il n'y a eu que 29% de l'objectif qui a été réalisé. C'est encore moins que les 160 000 initialement prévus. De ce fait, les chiffres ont été revus en permanence. Les flux ont diminué au moment où la machine européenne était enfin au point. Ceux qui fuyaient la guerre par la route des Balkans se sont relocalisés eux-mêmes, d'après Yves Pascouro, le directeur de l'Institut européen Migration Law. Donc, dans cette deuxième partie, je vais traiter de la situation en Libye. Il y a 2 ans aussi, la Commission européenne proposait de relocaliser une partie des réfugiés arrivant notamment par l'Italie en Europe. Médecins sans frontières affirme que l'Union européenne alimente un système criminel. Dans une interview, Michael Newman, directeur d'études chez Médecins sans frontières, réagit. Dans une lettre ouverte, vous accusez l'Union européenne d'alimenter un système criminel en Libye. On sait que l'État libyen est dans une situation de désolation depuis 2011, mais les faits sont tels que l'on constate que l'Union européenne a choisi de négocier la rétention des migrants avec le gouvernement libyen, ce qui passe par le financement des gardes-côtes
pour les intercepter en mer et les ramener en Libye. Donc on comprend également que les accords entre l'Italie et la Libye bénéficient aussi aux milices qui sont payées pour le manque à gagner de leur business des passeurs. Il y a aussi le problème des camps en Libye qui sont vraiment inhumains. Et les membres de Médecins sans frontières ont vu des gens entassés les uns sur les autres, des privations incroyables. Ils ont aussi constaté des tabassages, des viols répétés. Et ils déclarent que leur personnel, les plus expérimentés, revenaient complètement traumatisés de Libye. Donc il y a entre 300 000 et 800 000 personnes qui sont directement en danger en Libye. L'urgence, c'est de les sortir de là. Une minorité est détenue dans des camps officiels, nourris par la politique de l'Union européenne. Et les autres sont en situation de quasi-esclavagisme. Ils se font kidnapper, leurs familles sont rançonnées et personne n'arrive à atteindre ces camps. Comment l'Union européenne a-t-elle réagi? Eh bien, c'est le déni collectif. L'Union européenne, mais aussi les Nations Unies, nous expliquent que ces détentions sont problématiques, mais qu'il n'y a pas d'alternative. Ils se félicitent de la baisse du nombre de traversées et de morts, alors que les migrants empruntent déjà de nouvelles routes, plus dangereuses. Sur 8 bateaux d'ONG, il n'en reste plus que 2 pour porter secours aux naufragés, à cause du code de conduite adopté par l'Union européenne et l'Italie, et des menaces qui viennent sur les navires qui s'approchent des côtes. Autant dire que la situation des migrants aujourd'hui en Libye est des plus critiques.